Bonjour et bienvenue dans ce 82e épisode. Alors celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je viens de terminer l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie, que je suis en train d'envoyer aux maisons d'édition. Mais avant cela, pour m'aider à travailler ce texte, j'ai suivi un atelier d'écriture grâce auquel j'ai pu bénéficier d'un diagnostic éditorial. Dans cet épisode, je vous parle de soumission de manuscrits, de stratégie et d'envie, de synopsis, d'intrigues secondaires, d'un nouveau retour de maison d'édition, de mails d'accompagnement, d'argent et d'aspirants écrivains, d'intention, d'organisation, de bilan, de durée, d'incipit, de processus créatif, de simplicité et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le mardi 8 octobre 2024. Je commence sérieusement à me lasser de l'exercice, de cette soumission. J'ai atteint les 19 envois. Je vais imprimer un texte tout à l'heure pour les éditions Actes Sud Jeunesse. Et puis je crois que... Enfin, j'en sais rien, mais j'ai bien envie de m'arrêter là et de passer à autre chose. Alors je sais pas si c'est ce matin où je suis pas tellement inspirée, parce qu'il me faut faire de nouvelles recherches par rapport à de nouvelles maisons d'édition, ou si tout simplement j'en peux plus de cet exercice. Et puis à mon avis ce n'est pas d'en envoyer une dizaine de plus qui va changer la donne. Si mon manuscrit est retenu quelque part, une vingtaine de maisons d'édition c'est déjà pas mal. Même si en effet dans les maisons d'édition adultes il y en a beaucoup par lesquelles je suis passée par un formulaire en ligne. Donc à mon avis je vais un peu être noyée dans la masse. J'ai du mal à me dire que je vais arrêter mes envois ici, comme si je ne me donnais pas assez de chance pour décrocher un contrat en maison d'édition. Mais une vingtaine d'envois, c'est déjà pas mal. Je pourrais toujours refaire une salve d'envoi en janvier. À ce moment-là, j'aurais un peu avancé aussi sur le livre 2 ou sur un autre texte. J'ai peur aussi, j'avoue, de reprendre le travail d'écriture. Parce que ça fait un moment que je me suis plus penchée dessus, que je sais pas trop dans quelle direction aller, à quel texte me consacrer en priorité. Parce que c'est sûr que le texte qui me fait le plus envie aujourd'hui, c'est le livre 2 de l'essai comique, pour rester un petit peu dans la lignée. Et en même temps, je me dis que stratégiquement, c'est peut-être pas une très bonne idée de me mettre à écrire ce texte. Parce que si le livre 1 est retenu nulle part, il en ira de même pour le livre 2. Avec le même genre d'histoire, je vois pas comment je vais arriver à convaincre les éditeurs. Hier, dans l'après-midi, donc pas du tout dans ma séance de travail matinale, j'ai commencé à réfléchir, alors c'est pas la première fois, au livre 2, en écrivant le synopsis. Je me dis que ça c'est un exercice qui est pas mal pour structurer en amont mon roman, sachant que je l'ai déjà écrit. J'ai déjà une première version, voire même plusieurs versions déjà écrite, mais maintenant il s'agit de la structurer et de mettre en place tous mes fils narratifs pour qu'ils tiennent la route. Il y a une intrigue secondaire concernant le père que j'aimerais peut-être développer, mais j'ai peur que ça rallonge beaucoup mon roman, sans forcément apporter énormément au texte lui-même ni à son propos. Et encore une réponse de maison d'édition ce soir. Alors, ni positive ni négative cette fois, c'est juste un éditeur, enfin plutôt un directeur de collection qui prend le soin de me répondre en me disant qu'il a bien aimé le ton de mon mail et qui va prendre le soin de me lire, mais il me demande de le relancer parce qu'il y a la foire du livre de Francfort et donc il est surchargé de textes à lire. Donc évidemment, je ne suis pas sa priorité, mais ça me fait trop plaisir qu'il ait pris soin de me répondre tout simplement quoi. Donc bon, ça tombe le soir alors ce qui fait que je suis tout enthousiaste quoi, ça va être sympa pour dormir. Bon et puis ça veut rien dire, ça se trouve il va me lire et puis il va pas du tout aimer ce que j'ai écrit. Mais déjà je trouve ça hyper cool qu'il ait pris le temps de me répondre
Et c'est plutôt très engageant et très très encourageant, en fait. Ça veut dire que clairement, j'avais déjà eu la preuve avec mon premier retour, mais clairement ma lettre d'accroche fonctionne. Peut-être que je pourrais vous lire un extrait pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'une lettre qui fonctionne auprès des éditeurs jeunesse, parce que c'est encore un éditeur jeunesse pour le coup. Le mercredi 9 octobre 2024. Ce matin, je fais quoi? Est-ce que je continue à envoyer mon manuscrit en maison d'édition? Ou est-ce que je m'arrête là? J'en ai une 20aine maintenant qui ont été déposés, envoyés. Et je reprendrai ces envois en janvier si jamais cette première salve n'a rien donné. Alors c'est sûr qu'en maison d'édition adulte, finalement, il n'y a eu que 2 ou 3 envois un peu plus personnalisés. Et pour l'instant, je n'ai aucun retour des éditeurs de littérature adulte. Alors qu'en jeunesse, ça a l'air de bien marcher. Je vous lirai tout à l'heure mon modèle de lettre pour les éditeurs jeunesse, que ça vous donne un peu un exemple du genre de lettre qui fonctionne, puisque j'ai des retours aussi rapides comme ce n'est jamais arrivé. Donc c'est quand même bien d'essayer de sortir du lot. Bon, c'est peut-être moins évident en adulte. D'un autre côté, les éditeurs auxquels je pourrais envoyer mon texte, ce sont des éditeurs pour lesquels il faut que j'envoie par courrier. Et hier, j'ai envoyé un dernier manuscrit en jeunesse aux éditions Actes Sud Jeunesse par courrier. Entre l'impression, le fait de relier mon manuscrit et de l'envoyer par la poste, en gros, j'en ai eu pour à peu près 22 €. Donc ça fait un peu cher. Je ne vais pas pouvoir me permettre d'en envoyer 36 000 de cette manière. Ce que je trouve un peu abusé par rapport aux éditions qui continuent de demander à ce qu'on envoie nos textes par courrier, c'est comme s'ils n'avaient aucune conscience des réalités d'un écrivain en herbe. Quand on démarre dans l'écriture, quand on a vraiment de grandes aspirations à devenir écrivain, généralement on fait tout pour mettre l'écriture au centre de sa vie. Alors pas tout le monde, il y a des personnes qui ont quand même plus le sens des réalités que d'autres et qui vont plutôt privilégier un travail que leur écriture, mais quand même des aspirants écrivains qui ont très envie de le devenir se donnent les moyens. Et généralement, ils sont un peu fauchés financièrement. Et de demander à des personnes fauchées d'envoyer son texte, son manuscrit via la poste, je trouve pas ça très correct. Parce que 20 € l'envoi d'un manuscrit, au bout de 5 envois, on est déjà à 100 €. Personnellement, en ce moment, c'est un peu compliqué de me le permettre. Donc, si j'envoie un manuscrit par courrier une fois par mois, c'est le grand maximum que je puisse faire. Ça réduit un peu les chances. Je vais vous lire le genre de lettre que j'ai envoyée à la première maison d'édition qui m'a répondu. J'avais le nom de l'éditrice, donc je me suis adressée à elle en disant « Madame un tel ». Mais si je n'ai pas le nom, je dis « Madame l'éditrice » ou « Monsieur l'éditeur », ça peut être aussi une autre accroche. Je m'appelle Apolline, j'ai 13 ans et je viens de rater ma vie. Voici mes mémoires, ou plutôt les mémoires de ma vie amoureuse. Car moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est l'amour. Et j'en connais un rayon sur le sujet. Parce que depuis toute petite, je suis à la recherche de l'homme de ma vie. À 6 ans, il y a eu Justin. À 10 ans, Romain. À 11 ans, Mathieu et encore plein d'autres. À 12 ans, je pensais avoir enfin trouvé le bon, mais c'était compté sans les problèmes de cœur de ma sœur qui m'ont toutes détraquée. C'est ainsi que Pablo est entré dans ma vie et que je me suis rendu compte que l'amour faisait souffrir, à tel point qu'on pouvait même en mourir. C'est pour cette raison que j'ai écrit ma vie. Je voudrais que mon expérience serve d'exemple aux autres jeunes. Mais je suis sûre qu'elle peut aussi aider des adultes à comprendre ce que nous, les ados, on vit. Les parents croient toujours que rien n'est grave, que ce ne sont que les hormones adolescentes. Mais c'est n'importe quoi. À 12 ans, tout est grave. Et à 13 ans, c'est encore pire. Enfin, je vous laisse découvrir mon histoire. Je vous l'envoie à vous parce que j'aimerais trop intégrer votre collection L'Ardeur. Vu tout ce que j'ai appris à propos de l'amour et des garçons, même si je n'ai pas encore fait de sexe, j'ai de quoi dire à ces sujets. Et mon récit pourrait intéresser tout le monde, même les plus grands que moi. Et puis aussi, comme votre maison est née l'année où ma vie a basculé, je me suis dit que cela nous faisait un sacré point en commun, qui ne pouvait qu'être un bon présage pour le démarrage de ma vie de grand écrivain. Si j'ai raté ma vie amoureuse, j'espère au moins réussir ma carrière littéraire.
Je remets donc mon destin entre vos mains. Cordialement, Apolline Charpentier. Et entre parenthèses, je mets mon nom, alias Aurélie Horner, avec mon numéro de téléphone pour qu'ils aient quand même moyen de me joindre dans le corps du mail. Voilà un petit peu le genre de lettres que j'envoie, qui se basent toujours sur le même modèle. Donc j'essaye dans leur catalogue de trouver des accroches qui permettent de relier mon texte à leur catalogue. Et voilà. Maintenant, je vais quand même insister sur le fait que mon histoire se passe dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour Actes Sud Jeunesse, pour mon envoi par courrier, en disant qu'Apolline vient des années 1990, mais qu'elle considère que l'amour est intemporel, que les problématiques amoureuses, finalement, sont assez universelles et intemporelles. Et pour ça, je me base sur le résumé d'un autre de leurs romans jeunesse qui se déroule dans les années 1970, où justement, dans le résumé, ils disent que l'adolescence est éternelle. Voilà, ce genre de choses. C'est beaucoup de travail, hein, mais ça paye. Donc je ne saurais que vous conseiller de faire la même pour ce qui concerne les éditeurs jeunesse. Bon, en même temps, l'important c'est de sortir du lot. J'imagine que c'est la même chose pour les éditeurs adultes, mais j'ai plus de mal à sortir d'une lettre plus classique parce que faire dans l'originalité, j'ai peur de me couper d'une partie des éditeurs en étant trop originale. Ce matin, à mon réveil, je pensais à l'intention de mon livre 2. Comment mettre plus d'enjeux dans ce livre 2 ? Quels sont aussi déjà les enjeux ? Et comment en rajouter ? J'ai quelques pistes. Je me souviens plus trop de ce que j'avais commencé à écrire au niveau de la première scène. Et c'est vrai que je sais pas trop comment commencer. Bon, c'est toujours le même problème, hein. Démarrer un livre, c'est compliqué. Trouver sa scène de départ, c'est compliqué. Mais en fait, sa scène de départ, c'est bien de la trouver en fonction de la fin de son texte. Alors, j'ai déjà ma fin en tête, mais j'ai plusieurs pistes de démarrage. Ma grosse hésitation, souvent, pour un démarrage de texte, c'est soit de commencer in media res, c'est-à-dire en plein milieu d'une scène, de prendre le personnage à la volée dans sa vie, soit de façon plus explicative. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les débuts in media res, mais des fois, c'est plus facile de commencer de façon explicative pour faire comprendre tout de suite qui est le personnage et quels sont les enjeux. C'est peut-être une facilité, je dirais, cette façon de procéder. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans la plupart des romans jeunesse que j'ai parcourus récemment, ça commence de cette façon par une présentation du personnage. « Bonjour, je m'appelle un tel, j'ai tel âge ». C'est une manière de démarrer très courante. J'ai décidé d'arrêter là mes envois. Donc je suis arrivée à 20, c'était le minimum que je m'étais fixé. Je m'arrête là, je fais une pause, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Je reprendrai ces envois en janvier, si cette première salve n'a rien donné, en fonction aussi des retours que j'aurais pu recevoir des maisons d'édition. Le premier retour des éditions Thierry Magnier me fait comprendre que mes problématiques, ma vision de l'amour ne sont peut-être pas assez actuelles. Si c'est le cas pour toutes les maisons d'édition jeunesse, ça veut peut-être dire qu'il faut que je retravaille mon roman plus en profondeur pour qu'il puisse s'inscrire dans les maisons d'édition adultes, parce que dans ces cas-là, ça sera peut-être moins important d'être très contemporain. Je pense que dans la littérature adulte, on est plus intemporel que dans la littérature jeunesse, parce que la littérature jeunesse est souvent vouée à ce que les jeunes puissent s'identifier à certaines problématiques actuelles. Donc tout ce qui est harcèlement, consentement, identité de genre, identité sexuelle, ce genre de choses, ça ce sont des thématiques contemporaines qui n'ont pas beaucoup été traitées jusque-là et qui se développent grandement dans les maisons d'édition, et c'est pas le cas de mon roman. Alors peut-être que voilà, il y a certaines maisons d'édition qui sont vraiment axées sur ces thématiques-là et d'autres qui sont un peu plus générales. À voir, ça dépendra un petit peu des différents retours que je vais recevoir. J'ai donc commencé à travailler sur le projet suivant et comme vous vous en doutez, puisque j'en parlais pas mal ces derniers jours, je suis partie sur le livre 2 de l'essai comique. C'est pas très stratégique du tout, mais c'était le livre qui me titillait le plus. Donc j'ai décidé d'aller en direction de mes désirs. Peu importe le côté stratégique de la chose.
Pour le moment, je suis en train de réorganiser tous mes dossiers, parce que j'ai des notes qui sont éparpillées partout, des audios, dans des carnets, dans différents dossiers sur mon ordinateur. Donc je suis en train de tout rassembler dans un seul et même dossier, et ce, afin de pouvoir organiser mon travail pour savoir où j'en suis. Je ne sais pas trop quelle est la dernière version que j'ai pu écrire de ce texte, qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle devienne. Il y a beaucoup de choses à voir et j'aimerais structurer et organiser mon travail pour qu'il soit le plus efficace possible. Pour tirer un bilan de mon travail d'écriture autour de l'essai comique, le livre 1, j'en suis environ à 11 mois de travail à plein temps de l'écriture à l'envoi en maison d'édition, sachant que je compte à peu près 150 heures par mois. Alors évidemment, ça fait 2-3 ans que je suis sur ce projet. Je crois que j'ai commencé à y réfléchir, même plus que ça. Je crois que j'ai commencé à y réfléchir en 2021. Et j'ai surtout travaillé dessus ces derniers mois, pour ceux qui m'ont suivi jusque-là. Donc voilà, pour écrire un roman de 250 000 signes environ, il m'a fallu un peu moins d'1 an. C'est un énorme progrès par rapport à mon premier manuscrit. Alors certes, mon premier manuscrit fait le double en nombre de signes, mais quand même, tandis que mon premier manuscrit n'est toujours pas abouti, ce deuxième livre, je le considère comme abouti, même si ça ne m'empêchera pas de le reprendre si jamais il ne trouve pas preneur en maison d'édition en janvier prochain. Donc pour un livre abouti, satisfaisant, eh bien c'est à peu près ma moyenne. Je pense que je peux encore gagner en efficacité parce que je suis encore en phase d'apprentissage, mais je me rapproche, à mon avis, de mon rythme de travail. Je pense que pour un livre de cette taille, à l'avenir, je ne pourrai pas faire plus rapide que 6 mois de travail à temps complet dessus. Et peut-être étendu sur plusieurs années parce que je trouve que c'est toujours bien de laisser un livre infuser dans le temps. C'est là où on se nourrit le plus en fonction de tout ce qu'on lit, en fonction des films qu'on regarde, en fonction des réflexions et des échanges qu'on peut avoir avec son entourage. C'est vraiment bien de travailler un texte dans la durée. Alors, quitte à avoir des périodes où on est plus concentré sur un texte ou sur l'autre, c'est pour ça que c'est peut-être bien d'avoir plusieurs projets en même temps, même si il y a des périodes qui sont consacrées à l'un puis à l'autre et qu'on ne fait pas tout en même temps. Alors évidemment, ce bilan est approximatif parce que je ne compte là que les moments où je me mets vraiment à ma table de travail pour écrire, enfin ma table de travail, façon de parler, parce que j'écris le plus souvent dans mon canapé. Mais c'est vraiment ces heures privilégiées du matin qui sont consacrées à 100% à l'écriture de mes romans que je compte. Je compte pas tous les moments où je vais marcher et où je pense à mon roman, où j'enregistre des audios parce que j'ai des réflexions qui me viennent. Je parle pas de tous ces moments où j'échange avec des personnes autour de l'écriture de mes textes. Je parle pas de tous ces moments où je me laisse aller à rêvasser, notamment lorsque je m'endors ou quand je me réveille le matin. Tous ces moments-là sont pas très quantifiables. Mais en tous les cas, pour le temps de travail concret passé à l'écriture, c'est ce que je tire. Le jeudi 10 octobre 2024. Ce matin, j'ai continué à trier et à classer mes documents pour préparer le livre 2 de l'essai comique. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai essayé de trier tous les audios en vrac que j'avais sur mon ordinateur. Il y en a un paquet. J'ai tout mis dans le dossier essai comique pour ce qui concernait ce dossier. J'ai continué à en écouter quelques-uns, soit en accéléré, soit pas. Des fois, j'en jette. Des fois, ça concerne le livre 2. La plupart du temps, ça concerne plutôt le livre 1, où c'est des choses que j'ai déjà traitées. Donc, quand j'en ai plus besoin, je supprime. J'ai du mal à supprimer, en fait. Mais j'ai un paquet d'audios énorme. Et j'ai pas encore écouté les audios que j'ai sur mon téléphone, ceux que j'ai enregistrés le plus récemment. J'ai aussi mes notes à classer, celles que j'ai prises dans mes carnets, celles que j'ai prises sur mon ordinateur, dans différents documents. J'ai un document qui s'appelle Extrait en vrac, un autre qui s'appelle Idée en vrac, un autre qui s'appelle Vrac 2, enfin, j'ai vraiment 10 000 trucs de partout, et il faut que je m'organise, parce que c'est comme un peu
ranger sa chambre. Moi, j'aime bien ranger ma chambre parce que j'ai l'impression que ça met de l'ordre dans mes idées et c'est pareil avec mes romans. Mais ce qui fait que j'avance pas concrètement sur l'écriture. Et c'est un petit peu frustrant. Le vendredi 11 octobre 2024, je suis toujours en train de rassembler tous mes documents pour préparer le livre 2. Je suis en train d'écouter tous les enregistrements audio que j'ai fait pour le livre 1. Ça me prend un temps fou, même si j'écoute en accéléré, même si j'écoute pas tout dans le détail, juste pour avoir une ordre d'idée de ce que je raconte, que je supprime les fichiers qui sont devenus obsolètes. Mais ça me donne quelques pistes de réflexion pour le livre 2. J'ai notamment 3 possibilités d'intrigues secondaires que je me tâte à traiter dans ce livre-là. Alors il y en a une, c'est sûr que je l'exploiterai plus tard, mais les 2 autres, je suis pas sûre de les utiliser. J'ai peur que ça alourdisse beaucoup mon texte, que ça le rallonge beaucoup trop, et je ne suis pas sûre d'en avoir vraiment besoin. Est-ce que ça ne risque pas plutôt de desservir mon intention plutôt que de la servir, ou de distiller mon propos plutôt que de le resserrer? Bon, pour l'instant, je crois me rappeler, quand j'étudiais la dramaturgie d'Yves Lavandier, que j'avais écrit un plan de mon livre 2, et pour l'instant, j'ai pas encore mis le nez dedans, mais je crois que j'ai déjà mon plan quasiment tout fait, donc si ça se trouve, les réponses, je vais les trouver assez vite. Après, je me questionne aussi au niveau de la forme, parce que dans le livre 1, mon personnage narrateur, c'est Apolline. Elle parle du haut de ses 13 ans et elle raconte une histoire qui a commencé lorsqu'elle avait 12 ans, à la rentrée 1996. Et elle parle, on va dire, en août 97, août-septembre 97, quelque chose comme ça. Et là, je me demande pour le livre 2, depuis où elle parle. Est-ce que j'utilise le présent pour vraiment la faire parler au moment où se déroulent les choses, qu'elle ait absolument aucun recul sur ce qu'il est en train de se passer? Ou est-ce que de nouveau, je lui fais prendre un peu de hauteur en la faisant parler après une histoire qui vient de se passer? J'ai pas la réponse et je trouve que c'est compliqué de répondre à ces questions-là théoriquement. Il n'y a que en mettant le texte en pratique que j'arrive à faire ça. J'ai eu une idée d'incipit hier en allant courir qui pose tout de suite l'intention de mon texte et qui me plaît assez, qui est en écho par rapport à la fin aussi, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, là je suis en phase de réflexion et je me sens de nouveau complètement habitée par cette histoire et c'est un sentiment hyper jubilatoire. J'ai l'impression d'être de nouveau dans le flot de la création et j'adore. C'est pour ça que j'écris. Je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que si je voulais vraiment faire une série, ce qui est quand même mon projet de base, autour du parcours amoureux d'une femme, il faut que je creuse beaucoup plus le contexte historique, social, scolaire et familial de mon personnage, les personnages secondaires aussi. J'ai l'impression que peut-être c'est un peu light, tout le travail de réflexion que j'ai fait autour de ces différents paramètres. Et notamment m'est venue l'idée que peut-être, vu que j'ai fait ma scolarité dans une école alternative, dont mon roman s'inspire pour développer cette école dans laquelle va Apolline, je pourrais peut-être retourner là-bas pour poser des questions au niveau des programmes scolaires, des emplois du temps, des classes qui m'intéressent, et puis peut-être même faire un peu d'observation dans les cours de récré, en classe. Ça pourrait être pas mal d'aller en observation dans cette école pour me donner des pistes pour mon roman. C'est quelque chose à quoi je vais réfléchir et peut-être que je vais reprendre contact avec eux. Étant donné que je suis une ancienne élève, ça devrait être plus facile de pouvoir entrer dans l'école. Même si évidemment les comportements ont un peu évolué, mais quand même je pense que les enfants ça reste des enfants, peu importe l'époque, les adolescents ça reste des adolescents, etc. Donc ça peut vraiment me donner plein de pistes et d'idées de scènes qui seraient très intéressants à développer. Le dimanche 13 octobre 2024. Récemment, j'ai découvert un nouveau podcast au cœur de la création de Xavier Demoulin où il interroge pendant une demi-heure, 3/4 d'heure tout type d'artistes. Donc ça peut être des écrivains, des cuisiniers, des danseurs, des couturiers, des cinéastes, etc.
sur leur processus créatif et un peu sur leur parcours. Je trouve que ces entretiens sont très bien menés, même si parfois il mériterait de laisser un peu plus parler son invité, mais de manière générale, c'est très inspirant et ces invités sont vraiment de véritables ressources qui font écho en moi. Parce que si vous ne l'avez pas compris, je suis passionnée par les processus créatifs. D'ailleurs, je me rends compte que mon livre L'essai comique parle aussi de ça, dans le sens que je m'intéresse au parcours amoureux d'une artiste. C'est pas n'importe quelle petite fille en fait, c'est vraiment une artiste. Dans l'âme, dans sa manière de voir le monde et dans sa manière de construire sa vie. Ce matin, je suis en train d'écouter une interview d'Olivier Adam, que je ne crois n'avoir jamais lue. Mais la manière dont il parle de sa façon d'écrire me donne très envie de le découvrir en tant qu'écrivain. En fait, il parle d'un personnage et d'un lieu dont il a envie de parler. Alors, bon, moi j'avoue que je ne pars pas de ce concept-là. Moi, généralement, je pars d'une envie d'histoire. Et après seulement, je m'intéresse au lieu. Et le personnage, je sais pas trop à quel moment il est. Enfin bref, c'est pas là où je me retrouve dans ce qu'il dit. Et ensuite, il laisse infuser pendant quelques temps jusqu'à ce qu'il soit dans un état de bouillonnement. Et je crois que c'est aussi ce que je recherche, sauf que moi j'ai tendance à un peu zapper l'étape de l'infusion jusqu'à présent. Et là, j'ai envie de prendre le temps dans cette étape. Bon, sauf que là, je suis en train de travailler sur le livre 2 de l'essai comique et il est déjà écrit, donc un peu raté pour tester ce processus créatif, mais lors d'une prochaine écriture, c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais aller. Donc en fait, il laisse infuser et d'un coup, quand il se sent prêt, il se lance dans l'écriture et là, c'est un espèce de flow créatif où il écrit, il est absolument obsédé par son histoire. Il va jusqu'au bout, il ne se relie pas du tout, il écrit tout d'une traite sans faire de plan au préalable. Ensuite, je crois qu'il laisse un peu reposer, ça j'ai un petit doute, et il relit ce qu'il a fait. Et là vient le travail de réécriture, de correction, où il remodèle son texte à la truelle jusqu'au pinceau, on va dire. C'est une fois qu'il a terminé ce processus, qui lui prend à peu près 9 mois, qu'il est prêt à l'envoyer à son éditeur. Et je trouve que ça me parle assez, sa façon de procéder, c'est ce vers quoi je tends. Pour l'instant, j'ai toujours un peu bâclé les étapes préparatoires. C'est pour ça que j'ai un énorme travail de réécriture, parce que comme je ne réfléchis pas mon texte en amont, eh bien, je suis bien obligée de le réfléchir après. Donc ça me demande énormément de réécriture derrière. Mais j'aimerais bien à l'avenir réfléchir à mon texte en amont. Après, je crois que je ne suis pas sûre d'en être capable, dans le sens que ce qui me fait réfléchir, c'est l'écriture. Donc bon, à voir comment j'évolue dans l'écriture. Pour l'instant, je travaille le livre 2 un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai déjà mon premier jet. Pour l'instant, j'ai pas du tout replongé le nez dedans. J'essaye de faire comme si il n'était pas écrit et de préparer mon texte en rassemblant tous les documents de réflexion que j'ai autour de ce texte. Donc j'ai réécouté tous les audios que j'avais fait lors de l'écriture du livre 1. J'ai classé dans un dossier à part ceux qui concernent le livre 2 ou les livres suivants de cette série. Je suis en train de rassembler tous mes documents. Là, je relis mes carnets de notes. Il me reste qu'un tout petit bout à lire. Et ensuite, je vais reprendre tous mes documents qui concernent le livre 2 pour ordonner mes recherches, mes réflexions. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais organiser ma réécriture. Tout en faisant ça, je réfléchis à mon intrigue que je construis dans ma tête et sur papier aussi, mais pour l'instant, je laisse de côté le texte déjà écrit, donc je me souviens pas très bien de ce que j'ai écrit et je m'appuie sur ma mémoire et ça me permet de mieux structurer, je pense, les choses. Et le but, c'est de faire le plus simple. Par exemple, j'ai 3 idées de sous-intrigues, je suis pas sûre de les utiliser. Peut-être une d'entre elles est encore, pas sûre, parce que j'ai vraiment envie d'aller au plus simple. Non pas pour être simpliste, mais juste pour me faciliter la tâche, parce que l'écriture est quand même toujours très difficile, j'ai pas encore une énorme expérience, et que pour le moment, pour aller au bout de mes projets, il faut que j'essaye de faire simple. Et quand j'aurai acquis plus d'expérience, quand j'aurai une méthode de travail plus efficace, alors à ce moment-là, peut-être je pourrai tenter de complexifier les choses. Mais bon, je suis pas sûre d'en arriver à ce stade, dans le sens que j'ai déjà tendance à vouloir toujours faire compliqué, voire faire long. Même là, le fait de me lancer dans une série, même si chaque livre est indépendant les uns des autres, c'est quand même une série. Donc chaque livre, je l'écris à destination des lecteurs qui ne vont lire que ce livre-là, mais aussi à destination des lecteurs qui vont lire les livres dans leur continuité. Donc il faut vraiment que je fasse attention à ne pas me répéter, à me renouveler pour pouvoir répondre à ces 2 attentes
de lecteurs différents. Et ça, c'est déjà hyper complexe. Et en même temps, ça me demande aussi de travailler à un contexte énorme, de ne pas oublier le contexte que j'ai mis en place dans mon premier roman, de m'appuyer dessus pour le développer sur le deuxième roman et le renouveler pour des lecteurs qui n'auraient jamais eu accès à mon premier livre. Parce que je pars du principe que tant que mon premier livre n'est pas publié, mon deuxième livre doit se lire vraiment indépendamment du premier. Donc je pense que je me suis déjà lancée dans un projet très complexe, déjà dans sa forme, donc pas besoin d'en rajouter des couches avec une intrigue qui part dans tous les sens, qui a 10 000 sous-intrigues. Il faut que je fasse simple, il faut que j'apprenne à faire simple. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AurélieHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.